Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge Audio. Bonjour à tous, as du cinéma et ou van de la science, et tous ceux qui nous écoutent en réfléchissant qui de Thor ou de Loki ferait un bien meilleur costume pour le prochain Halloween, puisque ça vient de passer. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Le 13e guerrier de John McTiernan, et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est pourquoi les Vikings sont-ils aussi populaires ? Pour cela, nous allons voir qui ils étaient vraiment, ce que nous savons d'eux et en particulier de leur rite funéraire, mais aussi comment ils ont traversé la pop culture et comment ils sont devenus le reflet de nos sociétés de génération en génération. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Pierre Bristal, maître de conférences HDR en études nordiques, historien médiéviste et historien des religions à Sorbonne Université. Tout ça, bonjour Pierre Brice, pardon. Bonjour. Il avait la chance d'être aimé par la plus belle femme du royaume. Désormais, cet homme de paix erre dans un pays en guerre contre un ennemi qui attaque sans prévenir. Alors cet homme... Dites-leur que je ne suis pas un guerrier. Qui ne connaît pas le courage... Oh, ça, ils le savent. Va se joindre à 12 guerriers et va devenir un des leurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Le 13e guerrier, sorti en 1999 et réalisé par John McTiernan. Le 13e guerrier suit l'intellectuel Ahmed ibn Fadlan, venu de Bagdad et contraint à l'exil par son calife pour avoir séduit la femme d'un autre. Fallait pas le faire visiblement. Il est alors envoyé comme ambassadeur en Asie mineure. Une prophétie l'oblige à devenir le 13e guerrier, dont le titre, voilà, on a le titre, d'un groupe de vikings partant porter secours au seigneur Hrothgar, dont le village est régulièrement attaqué par une horde de démons mi-humains, mi-animaux, c'est mystérieux. Au cours de ce long périple vers le nord de l'Europe, Ahmed apprend la langue de ses compagnons et le maniement des armes, une plongée au cœur des vikings pour un film malade, il faut le dire un petit peu, puisqu'il y a eu quelques mésententes à l'époque de la réalisation entre John McTiernan, le réalisateur, et le producteur Michael Crichton, qui est aussi d'ailleurs l'auteur de l'histoire originale. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il faut le voir. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Brice ? Vous l'avez vu, vous, ce film ? Oui, j'ai eu l'occasion de le voir. Oui, effectivement, ça fait partie de ces films sur l'âge viking, voilà, qui ont eu un impact. Alors, je sais qu'il n'a pas eu un succès au cinéma, mais par la suite, effectivement... Pas mérité, moi, je n'ai pas assez mérité. Il n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité, c'est ça que je veux dire. Voilà, mais effectivement, ça fait partie de ces films qui ont un petit peu marqué sur l'imaginaire, notamment de l'âge viking, où on a à la fois un petit peu un médiévalisme à l'intérieur et aussi un peu un orientalisme avec Ahmed ibn Fadlan qui se présente. Et donc ce Ahmed ibn Fadlan dont vous parliez, qui est le héros du film, qui est joué par Antonio Banderas, et ben en fait, vous m'expliquiez, parce qu'on s'est vu avant, faut le dire, qu'il a vraiment existé. Mais en fait, qui est-il ? Tout à fait. Alors, Ahmed ibn Fadlan était un voyageur, diplomate arabe, et qui a été justement en mission diplomatique pour le calife à Muqtadir en 921-922. Et on connaît notamment ces péripéties à travers la Risala. C'est une sorte de récit de voyage qu'il effectue et il nous parle notamment de sa rencontre avec un groupe de Russes le long de la Volga. Alors, le terme russe fait un petit peu... On a l'impression que c'est la Russie, mais non, c'est russe, R-U-S, c'est ça ? Tout à fait. Alors, justement, ça fait un petit peu débat, à savoir concernant l'identité de ces Russes, mais à travers les informations qui nous parviennent, on arrive à les lier, en tout cas en partie, aux Scandinaves de l'âge viking. Notamment, on parle des Vikings de la Volga. Après, à savoir, en fonction de depuis combien de temps ils sont installés dans la région, il y a des questionnements notamment sur l'influence d'autres cultures.
J'aimerais bien vous présenter 2 minutes, parce que là, on a présenté Ahmed Ibn Fadlan, mais vous, Pierre Brice, vous dites, enfin, j'ai dit d'ailleurs, que vous étiez maître de conférence HDR en études nordiques et historien médiéviste et historien des religions. Je vais arrêter avec les « et ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En quoi consistent vos recherches? Mes recherches portent sur la religion pré-chrétienne nordique à partir d'une perspective d'histoire et d'anthropologie des religions. Donc, je m'intéresse à cette religion, mais je m'intéresse également à la réception des mythes nordiques et de la figure du viking aux périodes modernes et contemporaines. Voilà, donc j'ai ces 2 regards à la fois sur la période, notamment de l'âge viking. C'est-elle de quand à quand à peu près, l'âge viking? Alors, au niveau des dates, c'est entre le 8e et 11e siècle. Donc on est dans une période aussi de transition avec le christianisme. À cette époque-là, en France, on est au Moyen-Âge, et là aussi, c'est le Moyen-Âge de leur côté, mais c'est pas considéré comme tel. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, j'ai tendance à l'heure actuelle, avec des collègues en histoire des religions, on parle plus de l'âge du fer ancien. On peut également parler de l'âge viking, et puis ce qui va suivre cet âge viking, effectivement, est l'âge médiéval dans une perspective scandinave. Mais vous trouvez différents types de périodes en fonction de la perspective que l'on prend. Et géographiquement, parce que là, vous en parliez un petit peu, les Russes, donc ils étaient du côté de la Volga, qui est une sorte de, enfin une partie du peuple viking. Mais sinon, j'ai envie de dire, la géographie du peuple viking, ça va de où à où? Les Scandinaves, à l'âge viking, sont très étendus. On parle également de la diaspora viking. On peut aller justement de Constantinople. Après, au niveau des installations, on est de la Baltique jusqu'au nord de l'Amérique. Voilà. Puis en passant justement par les îles britanniques. Voilà, donc une très grande superficie. Si on prend le point de départ dans le film de Ahmed Ibn Fadlan, c'est parce que c'est l'une des seules personnes qui a écrit sur les Vikings et qui est contemporain des Vikings. C'est bien ça? Alors effectivement, c'est une des personnes qui a écrit sur les Vikings. Après, on a plusieurs sources contemporaines extérieures qui existent, mais c'est l'unique attestation d'un rituel de l'âge viking, avec toute la question qu'on s'est posée, à laquelle on a réfléchi, à savoir si les Russes sont effectivement, en quoi ils sont représentants au final de ces Scandinaves de l'âge viking. Et du coup, il nous décrit un rituel, dans ce cadre-là, un rituel funéraire en détail. Et c'est l'unique description que nous avons. D'accord. Oui, d'ailleurs, le film commence par ça. Mais vous disiez, il y a d'autres écrits contemporains aux Vikings, mais périphériques aux Vikings. Pourquoi il n'y a pas d'écrits vikings? Alors, nous avons des écrits durant la période viking, notamment à travers les runes et inscriptions runiques. Alors, il y a une variété de supports. Ça peut être du bois, des tessons, des os, de la pierre. Généralement, on pense aux pierres runiques, qui sont des inscriptions qui vont être liées à la mémoire, à l'héritage également, avec c'est une formule, une telle personne a fait ériger cette pierre, cette croix, réaliser ce pont à la mémoire de telle personne. Voilà, on peut avoir 2 informations, comme le lien de parenté, la personne qui a gravé, une description du défunt. En dehors de ces inscriptions runiques, nous avons aussi des graffitis. Ça peut aller justement certaines inscriptions royales en passant par des marques de propriété. Les textes qui nous sont parvenus, notamment à travers la poésie skaldique ou la poésie édique, du coup, c'est un type de poésie du Nord qui utilise notamment, on parle pour faire simple, des kenning et des heiti, donc ce sont des sortes de métaphores et de synonymes qui ont été transmises en partie par voie orale et émises par écrit, notamment au XIIIe siècle. Du coup, on a plusieurs sources, comme l'Edda poétique, qui est une compilation de poèmes mythologiques et héroïques. Nous avons également l'Edda de Snorri, qui est un manuel de poésie skaldique qui explique justement comment composer cette poésie. Il fait référence aux différents mythes liés à cette religion. Voilà. Puis nous avons également les sagas, par exemple, qui nous sont parvenus. Mais du coup, ici, nous sommes dans la littérature du XIIIe siècle, donc plusieurs siècles après l'âge viking. Donc il y a aussi tout un imaginaire des temps anciens qui est transmis à travers ces récits. Tu pouvais le
Tu es comme tu voulais. Oui, Alors, pourquoi jouer la comédie? mais parce qu'il faut savoir feindre. Il est facile d'apprécier une force apparente. C'est ce qu'il fait depuis le premier instant où il nous a vus. Maintenant, il va devoir juger ce qu'il ne voit pas. Et craindre ce qu'il ne connaît pas. En fait, vous parlez de mythes chez les Vikings, mais donc on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils étaient vraiment, enfin de ce qu'était leur quotidien, de ce qu'était leur vie, en fait. Alors, à travers ces différents documents et à travers également des descriptions, notamment de contemporains, et notamment à travers l'archéologie, nous avons tout de même une idée. Voilà, nous avons trouvé plusieurs sources matérielles qui nous sont parvenues et qui nous permettent tout de même de pouvoir se prononcer sur plusieurs aspects de leur vie. Et donc, par exemple, sur les aspects de leur vie, parce que dans le film, alors je prends le film comme base, hein, après on est bien d'accord que le film de McTiernan n'est pas un document historique complet, mais disons que si on se base sur ça, on nous présente en tout cas les Vikings comme déjà un peuple assez rustre, assez violent, sale, déjà, vraiment pas très propre, et très porté sur la virilité. Est-ce que c'est pour le bien du film ou est-ce que c'est un peu comme ça qu'ils étaient décrits, notamment par Ibn Fadlan? Oui, effectivement, c'est vrai que Ibn Fadlan note à la fois, je crois que ces termes, traduits en français, il est décrit comme de beaux spécimens. Ah, mais de beaux hommes. Voilà, tout à fait. Mais en même temps, il note un certain dégoût sur plusieurs aspects. C'est un des termes qu'il emploie. Et il faut aussi replacer dans le contexte de l'époque et aussi dans la culture d'Ibn Fadlan. Aussi, on a un jugement qui peut se présenter vis-à-vis de ces Scandinaves de l'âge viking. À partir d'autres sources, au contraire, on pense justement qu'ils qu'ils faisaient attention justement à leur apparence, voilà, et qu'ils étaient également relativement propres. Alors tout dépend, bien entendu, des sources, du contexte également de ces différents récits. Et donc, quel est un petit peu le consensus maintenant autour de ces Vikings? On pense qu'ils étaient plutôt comment, et même hiérarchiquement, ou comment ils fonctionnaient en termes de j'imagine que c'était pas une démocratie. Donc, comment ça fonctionnait un petit peu le système viking, en fait? Oui, alors il y avait plusieurs communautés différentes. Voilà, c'est toute la question, voilà, de cette unité au final de cet âge viking, puisque comme nous le notions, nous allons de la Baltique à l'Atlantique Nord. Nous sommes également sur plusieurs siècles. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une unité? Alors il y a plusieurs éléments qui font que oui, nous pouvons le faire, mais il est probable que nous avions affaire à plusieurs communautés différentes, et notamment avec le pouvoir royal qui va participer en lien avec le christianisme, voilà, puisque cet âge viking est également lié à la transition avec le christianisme. On a justement un pouvoir royal qui se développe et qui s'affirme. Donc voilà, ce qui a signé un peu la fin des Vikings, c'est l'arrivée du christianisme, en fait. Ils ont été convertis, c'est un peu ça? C'est ça qui a signé un peu la fin des Vikings? Oui, alors effectivement, c'est le XIe siècle. Après, le christianisme s'implante à différentes époques. Voilà, en fonction si on parle de l'Islande ou de la Suède, de la Norvège, du Danemark. Mais effectivement, ça participe à changer, notamment à travers ce pouvoir royal. Plusieurs aspects, même si on parle du XIe siècle, même si nous continuons par exemple à avoir des expéditions qui s'effectuent jusqu'au XIIIe siècle vers les îles britanniques. D'accord, donc en fait, ils continuent jusque-là, mais on n'est plus sur un âge vraiment très fort des Vikings, quoi. Tout dépend ce qu'on entend par le terme viking, puisque c'est un terme qui a également évolué à l'origine à travers le terme viking. Le féminin désigne l'expédition maritime saisonnière, et le masculin vikinger désigne celui qui participe à cette expédition navale. C'est un terme qui a beaucoup évolué et qui, de nos jours, a tendance à désigner l'ensemble des Scandinaves de l'âge viking. C'est aussi un terme qui est très vendeur. Voilà, on le voit de plus en plus, même dans certaines publications académiques, cet usage justement du terme viking. On va parler de la mythologie viking, par exemple. Alors, si on se fonde justement sur les Vikings désignant
l'ensemble des Scandinaves de l'époque médiévale, évidemment, il y avait, voilà, tout n'était pas lié justement à ces activités, à ces expéditions navales. Voilà, ils sont aussi liés justement, que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau du commerce. Il y a plusieurs pans de la vie. Le document de Ibn Fadlan, il met en avant un rite funéraire. Et c'est vrai que c'est une des premières scènes du film qu'on voit. Il y a un chef viking vient de mourir, son successeur est désigné, mais donc il faut, enterrer. C'est pas vraiment le bon mot, puisque on va voir ce rite funéraire où il y a un bateau, il y a du sacrifice humain. Qu'est-ce qu'on connaît de leur rite funéraire ? La description d'Ibn Fadlan nous présente une séquence qui dure plus de 10 jours, avec une tombe temporaire, par exemple, qui est mise en place durant toutes les préparations. Nous avons aussi la préparation d'objets spécifiques, d'habits. Nous avons des sacrifices d'animaux qui sont présentés et également, comme vous notez, un sacrifice humain. Les rituels funéraires de l'âge viking se caractérisent avant tout par leur diversité. Il n'y avait pas une pratique qui aurait pu être commune à l'ensemble de la période viking ou à toutes les régions. Nous observons de grandes variations en fonction du lieu, de l'époque ou du statut social. Bien qu'aucune tombe, on peut dire, ne se ressemble, nous pouvons tout de même mettre en avant certaines caractéristiques. Ainsi, par exemple, ils avaient soit recours à l'inhumation, soit à la crémation. On peut également distinguer certaines tendances en fonction des régions. L'Islande et le Groenland emploient davantage l'inhumation. Le Danemark et la Norvège utilisent pour part pratiquement égale la crémation et l'inhumation. Enfin, la Suède a principalement recours à la crémation. Et il semble que c'est à considérer la pratique la plus commune durant l'âge viking. Puis après, que ce soit au niveau des objets, du tumulus, de l'utilisation d'un bateau ou non. Voilà, il y a... Le tumulus, c'est un bateau sur lequel on va recouvrir de terre, c'est ça ? Oui, alors effectivement, un tumulus pouvait être dressé au-dessus des restes du ou des défunts. Il peut y en avoir plusieurs. Il pouvait prendre différentes tailles, différentes formes. Il pouvait être adjoint aussi de pierres qui allaient être placées au-dessus ou autour et qui pouvaient également former différents motifs. Alors, nous avons aussi, dans ce cas-là, nous avons l'usage d'un navire en bois que nous retrouvons dans le film, également dans la Risala, qui est c'est le navire justement du chef en question, qui, après avoir été brûlé, est justement recouvert d'un tumulus. Alors, il s'agit effectivement d'une de ces pratiques funéraires qui saisit un petit peu l'imaginaire et qui part beaucoup. C'est un des motifs de ce navire en feu. Des fois, on le retrouve également, ce navire en feu sur une surface d'eau, dans un fjord ou dans la mer. Mais il est important de noter que nous avons également l'inhumation où vous pouvez avoir des corps qui vont être déposés à même le sol, sur du textile, sur de l'écorce. Ils pouvaient être dans différentes positions. Et l'usage d'un navire, que ce soit un navire en bois ou en pierre, est un des types des pratiques qui existaient. Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres. Tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu'ils m'appellent et me demandent de prendre place à leur côté. Dans le palais de Valhalla. Là où les braves vivent à jamais. On en a trouvé beaucoup des tombes, ou en tout cas des traces de ces rites funéraires. De nos jours, on en a trouvé ? Oui, effectivement, nous en avons trouvé beaucoup, avec certains aspects qui semblent confirmés, notamment cette idée en lien avec la performance, c'est-à-dire Ibn Fadlan nous parle d'un rituel qui a duré 10 jours. Et effectivement, ça nous amène à regarder un petit peu différemment certains de ces rituels qui ont pu être effectués dans la durée. Où on peut parler parfois en termes de jours, semaines, voire mois, voire années, en fonction de certains rituels.
Donc dans le film, et encore une fois, on ne peut pas se baser que sur le film, ceci n'est une fiction, le film ne cherche même pas à être documentaire, mais on voit vous parlez de rites, de funéraires de plusieurs jours, semaines, voire mois, voire années, vous étiez à années carrément, mais on voit que dans le film, il y a quelque chose d'assez joyeux, en tout cas, à cette idée de la succession et de l'enterrement. Quel est le rapport en fait des Vikings, du peuple viking, avec leur spiritualité? Alors, au niveau effectivement du rapport avec la mort, plutôt les mondes des morts, au final, côtoyaient les vivants, notamment à travers les tombes, les monticules, les tumulus, qui pouvaient se trouver à côté des habitations ou qui pouvaient même entourer la communauté. Concernant le rapport, vous parlez justement de spiritualité, alors effectivement, nous associons principalement cette mythologie nordique à certaines divinités, comme Odin, Freya, Thor, Loki, mais celle-ci comprenait de nombreux êtres qui ont également pu faire l'objet de pratiques religieuses. On avait notamment des esprits gardiens qui pouvaient être liés à un individu ou une famille. Nous avions également des esprits qui pouvaient être attachés à la terre, à la nature. Nous avons également les alphars qui semblent avoir tenu également une importance dans l'univers cognitif des Scandinaves. C'est quoi les alphars ? Du coup, ce qui sont devenus de nos jours les elfes, voilà, dans la représentation, et qui ont pu faire également l'objet d'un sacrifice spécifique. Nous avons également des collectifs, notamment un collectif d'êtres féminins, les Disir, qui pouvaient être liés entre autres à la fertilité et à la guerre. Également les Valkyries. Voilà, nous avons certains de ces termes où on est un petit peu... on n'est pas dans cette image qui nous a été transmise par Wagner. Leur nom, par exemple, personnifie vraiment la bataille dans son chaos et sa terreur et sa brutalité. Mais elle sélectionne les morts qui sont emmenés dans la Valhalla, connue sous le nom de la Valhalla. Voilà, du coup, nous avons différents êtres. On peut parler d'êtres surnaturels, entre guillemets, en questionnant un petit peu ce rapport, puisqu'il semble que nous ayons affaire aussi à des êtres très naturels, au final, qui ont bercé, au final, la vie de tous les jours, encore plus que les divinités. C'est-à-dire ces différents esprits, êtres, ont pu faire partie de ce quotidien, justement, de l'âge viking, et du coup, amène à réfléchir un petit peu également sur cette réalité, notamment de cette religion pré-chrétienne nordique, voilà, en dehors de ces mythes qui nous sont transmis également dans un contexte spécifique. Donc oui, il y a les grands mythes, mais il y a aussi ces petites divinités, j'ai envie de dire, sans jugement sur la qualité de la divinité, juste plus quotidienne, plus proche de la nature et des choses du quotidien, en fait, finalement, pour expliquer ce qui n'est peut-être pas toujours explicable autrement. Effectivement, il est très difficile aussi de se prononcer véritablement sur leur rôle. Nous avons peu d'informations. Et justement, c'est tout le travail des historiens des religions, d'essayer entre autres, et des archéologues, c'est d'essayer aussi de voir au final quelle pouvait être cette présence quotidienne de ces différents êtres à partir des sources matérielles, et également en essayant, en se fondant également sur les quelques sources écrites que nous avons. D'où ça vient cet imaginaire du look viking ? C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours l'idée de des grands gars blonds, principalement, parfois avec des cornes sur la tête, beaucoup de peau de bête. Bon, ça, on imagine parce qu'il fait froid quand même. Donc, comment on connaît un peu ce look viking, j'ai envie de dire ? Alors, nous avons des textes qui mentionnent certains éléments. La Rissela est un bon exemple où on nous parle justement que ces Russes étaient noirs des pieds au niveau du cou. Alors, on se pose justement la question, est-ce qu'ici on a une référence à des tatouages qui serait notre seule référence? Il y a plusieurs éléments qui contribuent à cette esthétique de la représentation des Vikings. Et alors, il est assez intéressant, vous mentionnez le casque à cornes. On a aussi une évolution, puisque voilà, on pense que ce casque à cornes était lié à des rituels, mais en tout cas, il n'était pas porté par, ni par les guerriers, mais il a pu avoir une fonction au niveau de certains rituels. Et du coup, nous avions échangé ce casque à cornes par justement une coupe assez typique, notamment avec sidecock sur le côté,
tels qui ont été popularisés notamment par la série Vikings. Oui, donc des cheveux courts un peu sur le côté, et des tresses et des cheveux longs par ailleurs. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on... Mais ça, c'est, c'est une pure invention. C'est-à-dire on n'a pas de traces, même dans j'imagine dans les tombes qu'on a retrouvées, on ne peut pas imaginer quels étaient vraiment leur attirail, en fait. Non, alors nous avons une mention... notamment par un texte anglo-saxon, on pense qu'ils avaient des cheveux effectivement longs qui arrivaient au niveau du cou, mais on est loin de cette description qui, elle, est une création esthétique, notamment par la série Vikings, qui a popularisé justement ce nouveau type de coiffure. Depuis toujours, finalement, ces Vikings, ils fascinent, ils nous attirent, ils nous fascinent. Ils sont très présents dans la pop culture. Là, on parle du 13e guerrier, mais plus récemment, et récemment par rapport à la date de ce podcast, mais il y a eu The Northman, notamment de Robert Eggers, la série Vikings, en effet, de Michael Hurst. Il y a les personnages de Thor, Loki, de Valkyrie dans l'univers Marvel. Pourquoi, en fait, on a l'impression que très régulièrement, les Vikings reviennent comme ça au cinéma, dans la littérature, en bande dessinée. Pourquoi il y a un tel fantasme du Viking ? L'âge Viking a fait et continue de faire l'objet de nombreux usages. Alors, ça peut être des usages mémoriels, politiques, religieux, voire identitaires. Et on a de multiples valeurs qui vont être assignées au Nord et à ces mythologies. Et ce, déjà, au XIIIe siècle, nous parlions tout à l'heure de ces sources norroises, où ces récits vont servir de capital culturel, notamment vis-à-vis de la couronne norvégienne, par exemple. Nous avons également une contre-antiquité, à un moment donné, où on va, vis-à-vis des classiques gréco-romains, on va mettre en avant, justement, ces récits nordiques. Ils ont également participé à la construction des identités nationales au XIXe siècle, de sources de propagande durant les 2 guerres mondiales et de support à des emplois idéologiques, notamment nazis durant le Troisième Reich, ou de resémantisation au sein de groupes conservatistes, d'extrême droite ou nationalistes suprémacistes blancs. On peut également parler des mouvements religieux dans le cadre du néopaganisme ou de motifs pour la fantaisie, notamment sous l'impulsion de William Morris et de Tolkien, également de sources d'inspiration pour le genre musical, métal. Donc cette grande diversité d'usages témoigne de cette plasticité, au final, de cet imaginaire de l'âge viking et de cette capacité à être resémantisé, réutilisé. Voilà. Mais on a l'impression aussi qu'on projette beaucoup de choses. Comme vous le disiez, finalement, on n'a pas tant de sources que ça pour parler des Vikings. On manque un peu de littérature presque autour de ces Vikings. Ou alors, il y a trop de décalage dans le temps, donc forcément des projections. Et on a l'impression, par exemple, là, dans le film Les 13e guerriers, principalement masculin quand même. On a très peu de femmes présentes à l'écran, voire quasiment pas, donc que des hommes. Donc on a l'impression de cette vision très virile, voire viriliste du Viking. Et par exemple, si on prend la série Viking beaucoup plus récente, qui date des années 2010, là pour le coup, on a une sorte de parité homme-femme. On a l'impression qu'il y a un équilibre chez les Vikings entre le féminin et le masculin. Le The Northman de Robert Eggers va montrer des femmes surpuissantes dans cette culture. Donc est-ce que en utilisant les Vikings, on n'est pas en train de projeter nos sociétés, en fait. Finalement, chaque adaptation des Vikings est une projection de nos sociétés. Tout à fait. L'âge viking offre cette possibilité à ces œuvres que vous mentionnez de servir de vecteur des représentations et également de l'évolution des mentalités et des réalités sociétales du XXIe siècle. Alors, nous sommes dans ce que j'ai proposé d'appeler le médiévalisme boréal, qui se construit entre autres par un enchevêtrement d'imaginaire géographique, temporel, ethnique, qui renvoie à une forme spécifique et distincte de médiévalisme, donc d'imaginaire du Moyen-Âge, qui se construit justement dans une altérité identitaire et qui facilite, comme vous le notez, cette possibilité de projeter au final nos préoccupations sur eux. D'accord. Donc, en fait, on ne saura jamais vraiment ce qu'ils sont. C'est-à-dire que toutes les représentations sont forcément biaisées par le regard qu'on porte sur eux. Alors, au niveau des représentations, effectivement, nous avons plusieurs motifs et nous pouvons, à travers justement
en faisant une sorte d'archéologie de ces motifs, essayer de voir justement, on parlait du casque à cornes, comment ce motif s'est installé au fur et à mesure, mais à travers les différents textes qui sont présentés, à travers les sources matérielles, à travers notamment l'archéologie, nous arrivons tout de même à nous faire, en tout cas à comprendre, faire une représentation des Scandinaves de cette époque médiévale. Mais alors, est-ce que vous pensez que les Vikings, ils ont encore de beaux jours devant eux en termes dans la pop culture et dans la perception et dans le fait qu'on continuera à les employer pour créer finalement? Est-ce qu'ils ont encore de beaux jours devant eux? Alors, je pense surtout que là, actuellement, on est ce que j'ai proposé d'appeler cette nouvelle vague nord-médiévale qui a débuté dans les années 2010 et qui se caractérise par de nombreuses productions artistiques et culturelles qui connaissent un grand succès commercial et qui touche un public au final qui ne s'y intéressait pas forcément initialement. Donc nous sommes... Mais à votre avis, pourquoi cette vague elle est là? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y est intéressé alors qu'avant peut-être un peu moins? Effectivement, il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. On a eu plusieurs œuvres à succès. Que c'est un cycle, ça revient par mode. Tout à fait, oui. Même au début du XXIe siècle, on a Vikings, on a le 13e guerrier dont on parlait. Nous avions aussi le dessin animé How to Train Your Dragon Dragon de 2010. Et également à travers la fantasy, également, ou même des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Comme World of Warcraft par exemple. Mais il s'agit de succès spécifiques qui sont généralement liés à une œuvre ou un genre, au genre de la fantasy. Et même si nous avons une sorte d'installation progressive que nous pouvons voir dans les représentations à la fin du XXe et au début du XXe siècle, les années 2010 marquent tout de même un véritable tournant dans ces représentations. Voilà, et notamment... nous avons véritablement un attrait et la série Viking consolide ce grand retour du Moyen-Âge et l'ouverture aussi à travers l'univers cinématographique Marvel sur la mythologie nordique avec le personnage de Thor dans le film éponyme de 2011 ont contribué également à cet engouement pour les divinités nordiques. Il y a aussi un élément qui est lié au fait que nous avons affaire à une mythologie qui est moins connue. Donc il y a aussi tout un aspect de pionnier. Et à la fois pour les personnes qui vont réaliser, qui vont travailler, c'est un aspect qui est très souvent noté, aussi bien au XXe siècle qu'au XXIe siècle, à savoir qu'ils ont affaire à un matériel où on sait peu d'informations, qui n'ont pas forcément des récits qui n'ont pas été étudiés dans les parcours scolaires traditionnels. Du coup, il y a aussi cet intérêt pour des récits qui sont moins connus. Et dès qu'on travaille dessus, on a cette impression d'être un petit peu le pionnier, justement. Donc, il y a cet attrait-là qui participe beaucoup. Puis, effectivement, nous avons tous ces différents éléments que nous avions notés tout à l'heure, à savoir de ces différents usages, de cette projection, au final, de valeur qui est possible sur ce Nord. D'accord, donc en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer autour de ces chers Vikings. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pierre Brice, de nous avoir donné quelques informations sur les Vikings. Mais avant de vous laisser, parce que moi, je vous ai imposé le 13e guerrier, enfin imposé, c'est pas une douleur non plus, le 13e guerrier, mais à vous de me recommander un film de votre choix, qui n'est pas forcément lié aux Vikings, je vous laisse choisir. Alors, afin de poursuivre un peu sur ce thème de l'âge viking, je recommande notamment le film The Vikings de 1958, réalisé par Richard Fleischer avec Kirk Douglas, Tony Curtis et Janet Leigh, et qui a eu un grand impact dans l'imaginaire des Vikings de la seconde moitié du XXe siècle. Et voilà, je l'apprécie assez. Il témoigne aussi en partie en tout cas, d'une quête d'authenticité pour la représentation de l'âge viking, en participant également à cette déconstruction du motif du casque à cornes. Ah, il le déconstruit ce film-là alors. Voilà, il n'emploie pas justement. On n'a pas l'emploi, voilà, tout à fait. Pas le casque à cornes. Ah, youpi. Vous savez quand est-ce que ça a apparu un peu cette histoire de casque à cornes? Est-ce que c'est lié à l'opéra ou à ce genre de choses? Non, c'est d'où ça vient? On sait ça? Oui, effectivement. Du coup, nous sommes le 19e siècle et notamment la tétralogie de Wagner va participer à
à ce motif-là qui se répand. Nous avons déjà des attestations, certaines représentations à la fin du XVIIIe siècle, mais à travers aussi la littérature de jeunesse, à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, nous allons avoir ce motif qui va se répandre. Ah d'accord, donc on s'est passé le mot et puis finalement au bout d'un moment tout le monde a oublié de l'enlever, sauf le film de Richard Fleischer, donc que Pierre Brice vous recommande. En tout cas merci beaucoup Pierre Bristal d'être venu nous donner des nouvelles des Vikings. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.